tout et bienvenue dans cette nouvelle analyse détaillée. Aujourd'hui, nous allons suivre à la trace d'un véritable envahisseur microscopique, l'Entamoeba histolytica, l'agent responsable de l'amibiase, qui est une aventure biologique fascinante, totalement invisible à l'œil nu, mais dont les conséquences se font sentir à l'échelle mondiale. Bien, pour commencer, il faut savoir qu'il existe des protozoaires pathogènes et ils sont classés en plusieurs groupes. Le premier groupe, c'est celui des rhizopodes, c'est-à-dire les amibes. Le deuxième, c'est les flagelles. Le troisième, c'est les ciliés. Et le quatrième, c'est les sporozoaires. Lorsqu'on dit les rhizopodes, principalement, sont représentés par les amibes. Parmi eux, on a l'Entamoeba histolytica. Les autres ne sont pas pathologiques pour l'homme. Mais il faut retenir ces noms. Donc l'Entamoeba coli, l'Endolimex nanus, etc. Les flagelles, c'est-à-dire qui se déplacent par les flagelles. Hadouma les pseudopodes. Des pseudopodes. Les flagelles qui se déplacent par les flagelles. Parmi eux, on a la Giardia intestinalis, la Trichomonas, oui, la Trypanosoma bruci et cruzi, hadi africaine, hadi américaine. Et on a aussi la Dientamoeba fragilis. Les ciliés, ils sont principalement représentés par les Ballontidium coli. Ok, qui sont pathologiques. On a les sporozoaires. Les sporozoaires, c'est-à-dire ils sont immobiles. On a la Toxoplasma gondii, le Plasmodium spp et la Cryptosporidium. Pour comprendre l'importance de ce parasite, arrêtons-nous un instant sur quelques chiffres. Lorsqu'on dit quelques chiffres, c'est-à-dire les personnes porteuses de cette amibe et les décès aussi, qui sont très importants. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, plusieurs centaines de millions de personnes sont porteuses de l'amibe sur du genre d'Entamoeba dans le monde. Même si une grande partie d'entre eux reste toujours asymptomatiques. Regardez ici les asymptomatiques, on a 90% des personnes qui sont asymptomes. Mais les symptômes, ok. Mais l'amibiase invasive demeure responsable de dizaines de millions de décès chaque année, constituant ainsi un problème majeur de la santé publique. Ok, parfait. Alors, voici notre plan. On va commencer par l'ennemi microscopique, le cycle de l'invasion, la migration de l'intestin vers le foie, le diagnostic et le traitement et la prévention. Il faut savoir que l'Entamoeba histolytica est la principale espèce patho pour l'homme. Lorsqu'on parle d'un sujet amibien, cela signifiait simplement qu'il héberge l'Entamoeba histolytica avec ou sans manifestation clinique. Cette amibe existe sous plusieurs formes évolutives, dont la première c'est la forme kystique. Il faut savoir aussi c'est Loesch en 1875. Elle a plusieurs formes, dans la forme la plus importante qui est la forme de l'infectante, qui est la forme kystique. Ok, et la forme de résistance dans le milieu extérieur. Le kyste peut survivre plusieurs jours dans les selles, jusqu'à environ 15 jours dans l'eau, lorsque les conditions sont favorables. En revanche, il est sensible à la chaleur, c'est-à-dire lorsque la chaleur elle est supérieure à 45 degrés Celsius, ainsi que la congélation aussi. Okay. Après l'ingestion de custemure à 4 noyaux, ceux-ci subit une existation, c'est-à-dire dans l'intestin grêle, et libère les trophozoïtes. Lorsqu'on dit trophozoïdes, également appelées les formes végétatives, parmi ces formes, on distingue deux formes principaux. La première, c'est la forme minuta, la deuxième, c'est la forme histolytica. La forme qui vivent dans la lumière intestinale, elles se nourrissent principalement par les bactéries présentes dans le contenu, ça, la minuta, et son cytoplasme ne contient pas d'hématies, alors que la seconde, regardez ici, on a des hématies phagocytées au niveau de son cytoplasme. C'est-à-dire c'est l'histolytica qui est la forme pathologique et pathogène, plus grande et la plus mobile grâce à ses pseudopodes, et elle est hématophage, c'est-à-dire qu'elle phagocyte les globules rouges de l'hôte, et elle possède surtout la capacité d'envahir et détruire les tissus de l'hôte. La transformation de la forme minuta à la forme histolytica, elle se fait grâce à quoi? Elle se fait grâce à des facteurs favorisants qui vont favoriser cette transformation. Ok, donc on a فهمنا لازم تعرفوا بلي la forme minuta qui est la forme non pathogène un sujet عنده l'Entamoeba histolytica minuta ما عنده aucun
symptômes. Alors que هذه c'est la forme اللي راح نهضروا على les symptômes ديالها la clinique ديالها. هاد الحاجه تخلي le parasite عنده deux cycles. عنده un cycle patho وعنده le cycle non patho. OK, le cycle non patho c'est-à-dire la minuta qui va rester dans la lumière intestinale sans détruire les tissus. Et la forme هذه c'est la forme qui est la plus importante dans ce cours. OK. Donc la transformation de la forme minuta en forme histolytica, elle est favorisée par plusieurs facteurs, soit des facteurs généraux, c'est le stress, le surmanger, le refroidissement et la corticothérapie, soit les facteurs parasitaires, c'est-à-dire infections associées à certains parasites, soit les facteurs locaux. Parmi les facteurs locaux, comme la consommation excessive de l'alcool, les épices ou bien la modification de la flore intestinale observée lors de certaines infections bactériennes, comme la salmonelle, peuvent également favoriser cette transformation de la forme minuta vers la forme histolytica. Ok, parfait. Le cycle biologique. On va commencer par le cycle biologique de l'Entamoeba histolytica. Est un cycle monoxène, puisqu'elle ne nécessite qu'un seul hôte. Ok, c'est l'homme seulement. L'homme ou l'hôte définitif ou l'hôte intermédiaire. Donc la contamination se fait par voie orofécale après ingestion de customure de 4 noyaux présents dans l'eau ou les aliments contaminés. Après excistation dans l'intestin grêle, les trophozoïtes colonisent le côlon où ils se multiplient. Une partie d'entre eux s'enquiste de nouveau, avant d'être éliminés dans les selles. Ok, avant d'être éliminés dans les selles, assurant ainsi le poursuite du cycle. Voilà. Deux évolutions sont alors possibles. Soit un cycle patho, soit un cycle non patho. Soit la forme minuta reste dans la lumière intestinale sans évair les tissus. En revanche, sous l'effet des facteurs favorisants précédemment décrits, cette forme peut évoluer sous la forme histolytica qui est responsable de cycle patho qui pénètre la muqueuse intestinale et provoque des manifestations cliniques. Sur le plan clinique, on a ce qu'on appelle... Sur le plan clinique, on a l'amibiase peut être intestinale ou extra-intestinale, notamment hépatique, puis secondairement pulmonaire. L'amibiase intestinale, on a l'intestinale aiguë correspond à un syndrome dysenterie caractérisé par des douleurs abdominales, diarrhée glérosanglantes, une asthénie, un maigrissement. Contrairement à des nombreuses infections digestives, la fièvre est généralement absente. Les patients présentent également un ténèsme, c'est-à-dire une envie douloureuse et prémanente d'aller à la selle, malgré le rectum il est vide. Au toucher rectal, l'ampoule, regardez ici, au toucher rectal, l'ampoule rectale elle est vide et le doigtier ramène une glaire sanglante. Le doigtier ramène des glaires sanglantes. La rectoscopie montre une muqueuse inflammatoire, ok, et la sérologie elle est souvent négative. Et des ulcérations aussi. Ici, on a des ulcérations. La séro est généralement négative, alors que l'examen parasito des selles, il est donc positif. Ok. Après cette phase, on a ce qu'on appelle la colite chronique post-amibienne. Ok. Donc, celle-ci se manifeste par des douleurs abdominales permanentes ou bien paroxystiques, des ballonnements, soit du diarrhée, soit une alternance de diarrhée-constipation. Diarrhée-constipation, tu vois. Avec l'amaigrissement aussi, l'asthénie, des troubles des entéries persistantes. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Donc, des troubles des entéries persistantes, mais l'examen parasito des selles, il est négatif. La sérologie, elle est négative. Tu vois, une autre forme intestinale, qui est l'amoebome, qui correspond à une pseudotumeur inflammatoire parasitaire du côlon, pouvant stimuler un cancer colique. Le patient présente des douleurs abdominales qui sont très importantes, une diarrhée parfois sanglante, une altération de l'état général et parfois des épisodes de suboculation intestinale, c'est-à-dire des obstructions incomplètes de l'intestin. Ok, des obstructions qui sont incomplètes de l'intestin. Ici, dans cette situation, l'examen parasitologie des selles est souvent négatif, alors que la sérologie, elle est positive, tu vois. L'abcès amibienne du foie. Elle représente la localisation extra-intestinale la plus fréquente de la maladie. Il ne s'agit pas d'une infection opportuniste, mais il est souvent précédé d'un épisode intestinal qui peut être discrète ou même totalement passé inaperçu. La forme aiguë typique, elle est associée à une douleur de l'hypocondre droit, une fièvre par contre. Ici, on a une fièvre qui est importante, elle est souvent élevée.
et aussi une altération de l'état général. La douleur peut devenir suffisamment importante pour gêner les mouvements respiratoires. À l'échographie, qu'est-ce qu'on a? À l'échographie peut montrer une évidence évidence d'une hépatomégalie aux visualisations directes, un abcès hépatique aussi. Vous voyez ici, ça c'est l'abcès hépatique, tu vois. Très bien. On a des retards thérapeutiques. Donc c'est des formes qui retardent soit de retards thérapeutiques, soit des sujets qui sont dénutris. Ok, très bien. Donc peuvent se compliquer par des abcès multiples et aussi des surinfections bactériennes ou bien des hémorragies aussi. Des hémorragies. On a des hémorragies et encore d'un syndrome d'hypertension portale. Très bien, donc en gros, qu'est-ce qu'on a? On a des formes qui sont symptomatiques, des manifestations cliniques, on a une fièvre qui est importante, la douleur de l'hypocondre droit, une asthénie, amaigrissement, anorexie, des nausées et des vomissements, une hépatomégalie qui est douloureuse, avec des altérations de l'état général. Ça, c'est la forme symptomatique. La deuxième forme, c'est la forme topographique. Topographique, ça veut dire selon la teinte anatomique, soit la région 1, 2, 3. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5... Tu vois, tout dépend de la lobe. Soit la lobe droite, soit la lobe gauche, soit la lobe postérieure, soit la lobe codée, soit la lobe ou bien atteinte multiple. Soit des atteintes multiples au niveau de tous les lobes. On a aussi des formes suraiguës, c'est d'évolution prolongée, des symptômes peu intenses, mais elles persistent. Vous voyez. Bon, ça c'est les complications. Ok. Donc, avec le syndrome d'hypertension portale, avec la surinfection, les abcès multiples et les hémorragies. Et ça, c'est l'échographie et ça, le scanner. Ça, c'est l'abcès amybien. Ok, hépatique. L'abcès amybien hépatique. C'est ça. C'est tout concernant ce qu'on appelle l'abcès amybien. Ok. Passons maintenant à l'atteinte pulmonaire. Et généralement secondaire à une localisation hépatique, elle peut se présenter sous la forme d'une pneumopathie amybienne ou bien pleurésie. Vous voyez, pneumopathie amybienne ou bien une pleurésie. Lorsqu'on dit pneumopathie amybienne, c'est-à-dire c'est une infection pulmonaire directe par les amibes, ou bien pleurésie, c'est une inflammation de la plèvre. Ok, très bien. بالنسبة لهذوما الزوج ça, c'est concernant la manifestation clinique d'ILH. Cette pleurésie, elle peut être soit séro-fibrineuse, c'est-à-dire elle est riche en fibrine. La fibrine, c'est quoi? C'est une protéine intervenant dans les phénomènes inflammatoires et la coagulation. Alors que la sérohématique, tout à fait qu'on a du sang, ok, du sérum mélangé avec du sang. Concernant le diagnostic, il convient de distinguer les formes intestinaux des formes tessulaires. Dans les formes intestinaux, le diagnostic repose essentiellement sur l'examen parasito-décel. Ok? L'examen parasito-décel. Ça, concernant les formes intestinaux. Très bien. Alors, la mise en évidence des kystes au niveau des selles traduit généralement d'un portage ou bien une infestation. Ok? Tandis que la présence des trophozoïtes de l'Entamoeba histolytica qui est la forme hématophage évoque une forme intestinale qui est invasive. En revanche, dans les formes tessulaires, notamment dans l'abcès hépatique, l'examen parasito-décel est souvent négatif, alors que la sérologie, elle est positive. La sérologie, elle est positive. L'échographie aussi. L'échographie. Regardez. L'écho et le scanner en TDM. Alors, l'échographie ou bien les autres, c'est-à-dire les autres examens d'imagerie permettent de mettre en évidence la lésion hépatique lors de la ponction d'un abcès hépatique ou retrouver classiquement un liquide, donc le liquide ici, qui est le puce de chocolat. Ok. Le liquide qui est brun, caractéristique décrit sous le nom de puce de chocolat. Le bilan biologique montre également une hyperleucocytose neutrophilique, c'est-à-dire les PNN qui vont être augmentés. Les PNN, polynucléaires neutrophiles, qui vont être très augmentés. Donc, c'est-à-dire traduisant la réaction inflammatoire de l'organisme. Ok? Parfait. Enfin, il faut savoir que certaines amibes libres peuvent être responsables d'atteintes neurologiques ou bien oculaires.
ok, d'atteinte soit neurologique, soit oculaire. Très bien. Ou bien oculaires qui sont graves. Par eux, on a ce qu'on appelle ici, la contomoïba. La contomoïba est responsable des kératites. Vous voyez ici, c'est des kératites. Lorsqu'on dit kératites, ce n'est pas des infections, bien des inflammations au niveau du derme, grâce aux kératines. Non, la kératite, cela veut dire, c'est-à-dire c'est une atteinte de la cornée, ok? Notamment chez les porteurs de lentilles de contact, ainsi que des encéphalites granulomateuses chroniques observées, surtout chez les sujets immunodéprimés, ok? On a aussi ce qu'on appelle la Naegleria fleuri. Cette forme, quand elle est responsable de la méningoencéphalite, surtout au niveau des méninges, quand elle est responsable de la méningoencéphalite amibienne primitive, cette infection touche souvent les enfants, les jeunes adultes, ok? Les jeunes adultes et les enfants, beaucoup plus. En bonne santé, après pénétration d'une eau contaminée, voilà, vers les narines, vers les fosses nasales, avec une évolution qui est très rapide malheureusement, et souvent, elle est mortelle. Ok, elle est mortelle souvent. Pour conclure, il faut toujours retenir que le kyste constitue la forme infestante de cette et la résistante aussi dans le milieu extérieur, et que la forme minuta correspond à la forme luminale non pathogène, alors que la forme histolytica représente la forme invasive et pathologique, donc qui va faire la pathologie et les symptômes. Enfin, sur le plan clinique, il est inutile de garder en mémoire la progression classique de la maladie selon le schéma. Donc, لازم تعرفوا باللي elle est intestinale au début, peut voir des formes hépatiques et d'évolution vers les poumons. Ok, parfait. Alors ici, c'est un schéma qui résume le tout de diagnostic, ok. Donc, il convient donc de distinguer le diagnostic intestinal au diagnostic tissulaire, parce que le diagnostic tissulaire, c'est pas la mise en évidence des selles de l'entamoeba histolytica au niveau des selles. C'est faux, ok, c'est négatif, c'est souvent négatif. Alors qu'on fait la sérologie, les radiologies, l'échographie abdominale pour voir est-ce qu'il y a des lésions au niveau de l'hépatique, c'est-à-dire au niveau du foie, ou bien il n'y a pas, ou bien est-ce qu'il y a aussi l'abcès hépatique. On fait aussi la vitesse de sédimentation élevée, ok. On fait aussi une ponction, c'est l'abcès hépatique le plus de chocolat, un neutrophile qui va être très élevé dans le sang. Parfait. Maintenant, le diagnostic intestinal, donc c'est donc c'est quoi le diagnostic intestinal? C'est la mise en évidence des éléments parasitaires dans les selles. Soit un porteur sain, soit une forme infestante ou bien intestinale aiguë. Donc le kyste, lorsqu'on trouve le kyste dans les selles, cela veut dire qu'il est un porteur sain, ok? Soit on trouve la forme histolytica, donc la forme invasive. C'est tout. Il faut retenir tout ça. À retenir aussi que le diagnostic intestinal, ça et ça concerne pas colite chronique post-amibienne ou bien l'amoïbome, le pseudo-tumeur. Pourquoi? Parce que dans la colite chronique post-amibienne, on a l'examen parasitodécèle qui va être négatif et la sérologie qui est négative. Très bien. Donc, il y en a par exemple, la séro, elle est positive. Vous voyez, l'amoïbome, la séro, elle est positive. Dans l'amoïbome, la séro, elle est positive, alors que l'examen parasitodécèle, il est négatif. La colite chronique, dans la colite chronique, ni la sérologie, elle est positive, ni l'examen parasitodécèle est positif. Ouais, ما كان حتى حاجة positive. Ok, il n'y a que des symptômes. Fahmto, très bien. Parfait. Ça concerne aussi le diagnostic, soit la corpo, soit la séro, soit l'imagerie. Maintenant, passons au traitement, ok? Passons au traitement. Alors, il faut savoir que le traitement, il s'effectue en deux phases. Soit l'utilisation d'un anti-amibien diffusible pour traiter l'épisode,
puis l'anti-amibien de contact pour traiter la colonisation intestinale. Ok, l'anti-amibien diffuse, c'est quoi? C'est le métronidazole, le flagile. Donc la dose d'ILO, c'est de 30 à 50 mg par kilogramme par jour, en 3 prises pendant 7 à 10 jours. Le traitement peut être donné par os ou bien par voie intraveineuse, tout dépend. Il est déconseillé chez la femme enceinte et la femme qui allaite. Il faut savoir aussi que l'effet antabus doit être signalé. C'est quoi l'effet antabus? L'effet antabus, c'est une réaction qui survient lorsqu'une personne consomme de l'alcool alors qu'elle prend certains médicaments. Ok, le médicament qui est, par exemple, on voit des symptômes de l'effet antabus. Quelques minutes après la prise d'alcool, des rougeurs de visage, des céphalées, des nausées, vomissements, transpiration, des palpitations, et avec tachycardie, hypotension, avec des vertiges. Ok, c'est ça l'effet antabus. Après, deuxième épisode, c'est le traitement de contact. Ok, traitement de contact, c'est en 3 jours après la fin du traitement. On prend le tiliquinol, doit être utilisé à la dose de 2 gélules le matin et le soir pendant 10 jours. La résolution de la crise se fait en 2 à 3 jours et un traitement symptomatique ou bien symptomatique peut être associé si les signes cliniques sont mal supportés. Un examen parasitodécèle répété 3 fois doit être systématiquement prescrit 3 à 4 semaines après afin de vérifier l'absence de portage chronique des kystes d'amibe. Ok, parfait. Avant de terminer, parlons rapidement de la prophylaxie de l'amibiase. La prévention repose essentiellement sur le respect de l'hygiène, des règles d'hygiène, afin d'interrompre la transmission féco-orale du parasite. Elle repose sur 2 piliers. C'est l'amélioration et l'assainissement collectif de l'accès de l'eau potable. Et deuxièmement, c'est le respect rigoureux des mesures d'hygiène individuelles, notamment le lavage des mains, la consommation d'eau sûre, le lavage des fruits et des légumes. On doit laver soigneusement les mains avant les repas et après d'être allé aux toilettes. Vous voyez, la consommation d'eau potable ou correctement traitée, de bien laver les fruits et les légumes avant leur consommation. Et pour conclure, le lavage des mains reste l'un des moyens les plus efficaces pour prévenir l'amibiase et de nombreuses autres infections digestives. D'ailleurs, pour faciliter l'hygiène des mains, même en déplacement, j'utilise des petits fleurs de savon portables très pratiques et à transporter dans un sac ou bien dans une poche. Si cela vous intéresse, dis-le moi en commentaire, je vous laisse toutes les informations ainsi que le lien des commandes dans la description. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que ces explications vous auront permis de mieux comprendre les amibes et en particulier l'Entamoeba histolytica, son cycle biologique, ses manifestations cliniques ainsi que son diagnostic et sa prévention. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un j'aime et la partager avec vos collègues et vos amis, afin qu'elle puisse aider le plus grand nombre. Donc, vous pouvez également laisser vos questions et vos remarques dans les commentaires. Je serai ravie de répondre. Aussi, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo à la fin et à très bientôt pour une nouvelle leçon de la parasitologie.